Cet après-midi, on a vu le défi qu'était la création à gérer, puis on s'est transporté dans le temps et dans l'espace et dans les arts différents pour comprendre comment ces artistes étaient des drôles d'animaux, décidément, qui ont des manières de se comporter très variables. Ça, c'est un des casse-têtes numéro un de la recherche, c'est la variabilité des situations. C'est ce qui fait la recherche, la richesse de ce monde, évidemment. Un artiste doit être singulier, un artiste doit être enveloppé dans des organisations singulières, un artiste crée une organisation ou transforme l'organisation, et celle qui marche n'est pas forcément une formule qui marchera ailleurs, etc., etc. L'indice de singularisation est tellement élevé qu'on se dit toujours, mais comment est-ce que la recherche peut s'élever de l'analyse de cas à une certaine forme de généralité? Et c'est crucifiant, mais Gilles Gaston Granger, philosophe qui a enseigné ici au Collège de France, avait dit que l'étude des arts pouvait être un des défis de l'analyse de la singularité, de la science du singulier. Et c'était une bonne manière de désigner le problème, non pas de le résoudre, mais de désigner le problème. Et c'est vrai qu'on a ce défi-là, qui est peut-être le plus important, et qui nous réunit tous. L'histoire est une histoire qui se sert de l'analyse des cas, par définition, mais pas seulement, et qui cherche aussi des régularités. L'économie pratique évidemment le raisonnement avec des données, des hypothèses sur l'individu qui est peut-être simplifié, mais a été de plus en plus attentive à la complexité des mécanismes de comportement, y compris ceux des artistes, on l'a vu. La science de la gestion sait isoler les caractéristiques singulières des organisations artistiques, on l'a compris aussi. On a vu aussi que les technologies sont là pour nous lancer des défis et pour nous dire mais où donc se situe l'humain et où donc peut-on le déborder et le prolonger. Et voilà, ce sont les manières et les processus créateurs eux-mêmes ont des singularités. Un artiste ne travaille pas forcément de la même manière tout au long de sa vie et d'un projet à l'autre. J'ai parlé tout à l'heure de la recherche qui a montré comment Darwin, par exemple, c'était sur les carnets de Darwin, comment Darwin avait des projets qui étaient un peu répétitifs, il savait à peu près ce qu'il allait trouver, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus longs, mais plus exigeants, qui étaient ceux sur lesquels il voulait faire une percée, et ça a donné sa théorie de l'évolution. C'était un projet d'une très longue haleine, et souvent c'est le cas. Donc la variabilité, elle est entre les artistes, elle est entre les modes d'organisation du travail, elle est dans le mode de gestion du travail, elle est évidemment dans l'histoire. Les artistes ne travaillent pas de la même manière au long des siècles, bien sûr, mais elle est aussi à l'intérieur même du travail que chaque artiste peut accomplir au long de sa vie. Et ensuite, elle est dans toute cette organisation que doit construire l'artiste pour gérer les risques. Le risque est un mot-clé, effectivement, de ses activités. Je sais que mon activité propre de recherche a changé le jour où j'ai dû écrire un article théorique qui s'intitulait « Rationalité et incertitude de la vie d'artiste » et où le mot incertitude m'a été couplé aussi à celui de risque. Et autrement dit, qu'est-ce que c'est que se lancer dans des activités qui sont attrayantes parce qu'elles ne sont pas routinières et que donc elles ont leur coefficient très élevé de variabilité, et en même temps, qui dit variabilité et non-routine dit aussi risque d'échec. Et on le comprend ici, d'échec ou de revenus inférieurs à ceux qu'on espérait, etc., etc., de motivations qui peuvent rester très longtemps très élevées et qui ne sont pas corrélées à des revenus très élevés. Et on en a même inventé des formules romantiques. Perdre sa vie, gagner dans cette vie, c'est assurer d'être obsolète ensuite. Et si on n'a pas réussi aujourd'hui, on sera peut-être sauvé par la gloire posthume. C'était un des mécanismes, je crois que c'est Bourdieu qui a appelé ça un mécanisme de défense consolatrice contre le désenchantement. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous avez au moins l'espoir que peut-être ce signe de n'avoir pas réussi
C'est peut-être que vous étiez tellement innovateur que vous n'avez pas rencontré tout de suite le public qui était capable de vous comprendre. Et donc les exemples célèbres de gloire posthume ou de gloire finale après de longues années de galère, etc., etc., voilà, sont des mécanismes très connus. Donc, les notions aussi étonnantes de prise des risques, d'indépendance, le taux des indépendants, on l'a vu chez les artistes, est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et l'indépendance, c'est plus de travail, c'est plus de risques, et c'est une gestion plus difficile de comment trouver des projets, comment trouver des clientèles, etc. etc. Et voilà, donc ces caractéristiques-là, et on l'a vu aussi ici, il y a un coefficient d'inégalité dans les métiers artistiques qui est spectaculaire. Vraiment, les courbes de concentration qui ont été présentées, qui vous disent que 20 ou 30% des artistes raflent 70 ou 80% des revenus. Voilà, et ça, ailleurs, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale, ça ne va pas du tout, etc. Ces métiers-là fonctionnent comme ça. On a compris aussi pourquoi. Surproduire pour un éditeur, c'est-à-dire lancer 20 romans à la rentrée sans savoir lequel va marcher, c'est donner sa chance à 20 personnes, mais savoir qu'au bout du compte, il y en a 18 qui vont échouer sur ce coup-là. Mais peut-être que 2 seront des découvertes, etc., etc. Ce sont des mécanismes très étonnants tout de même qui donnent évidemment à méditer beaucoup sur qu'est-ce qui attire dans ces métiers, qu'est-ce qui permet d'y rester, combien de temps, et quels sont les systèmes de motivation et d'équilibre entre des motivations il faut bien que je gagne ma vie, et de l'autre, le plaisir de faire ce métier, c'est-à-dire la variété des activités, la non-routine, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes extrêmement profonds. C'est ce qu'on peut appeler, en termes économiques un peu simples, les gratifications monétaires et les gratifications non monétaires. Et si on ajoute une autre dimension, c'est les gratifications différées, celles qu'on n'obtient pas tout de suite, mais comme ça viendra peut-être plus tard, ou alors tellement différées qu'on tombe dans le romantisme de échouer aujourd'hui, c'est être sauvé demain. Voilà, ce sont toutes ces questions-là, peut-être ont été un des fils rouges de cette journée. Les sciences sociales l'abordent de beaucoup de manières différentes, on l'a compris, mais ajoutent chacune à sa manière une pierre à l'édifice de la construction ou du portrait des mondes artistiques avec un certain nombre de principes simples. J'en ai énuméré à la suite de Richard Caves un certain nombre, mais on en a une idée. Et les meilleurs connaisseurs de tout ça, ce sont les artistes eux-mêmes. Les artistes qui ne comprennent pas comment fonctionne leur monde, qui ne savent pas comment équilibrer le risque, le coefficient d'apprentissage dans une activité, c'est-à-dire si je fais tout le temps la même chose, je risque d'être immédiatement déclassé parce que d'autres vont apparaître, etc. Je vais me routiniser, je vais me copier moi-même, etc. Donc, ils doivent équilibrer tous ces mécanismes. Un jour, j'aime bien raconter cette anecdote, un photographe me dit « Aujourd'hui, je travaille pour une commande, ça n'a aucun intérêt, mais c'est extraordinairement bien payé. Demain, je suis sollicité par des jeunes pour un projet, ils vont me payer au lance-pierre, mais je vais apprendre des tas de choses. » Et bien voilà, c'est exactement ça les mécanismes. C'est comment est-ce qu'on articule plusieurs raisonnements et plusieurs temporalités. Gagner sa vie, certes, mais aussi gagner la possibilité d'apprendre sans arrêt, de se développer sans arrêt. Et ça, c'est quelque chose... Le travail, s'il ne vous apprend pas, s'il ne vous permet pas de vous développer, de surmonter des obstacles, comme disait ce cher Karl Marx, les arts, c'est une affaire sérieuse parce qu'elle oblige à surmonter des obstacles. Il n'y a que des utopistes fourriéristes qui pensent que les arts, c'est une activité de grisette où tout le monde peut y arriver, etc. etc. Ce sont ses propres termes. Voilà, donc surmonter des difficultés, mais ça veut dire risquer l'échec. Donc, on n'a pas tout du même côté. Et voilà. Et ça, c'est l'ordinaire de ces vies, et l'ordinaire aussi des mécanismes pour se protéger des risques qu'on peut gérer et accepter ceux qu'on doit se lancer aussi.
Telles sont peut-être un certain nombre des leçons qu'on peut tirer de cette journée et puis de la recherche en général sur ces domaines. Et vous voyez bien que depuis... au fond, il y a un lexique qui est assez commun entre analyser les activités de la manière la plus extérieure, qu'est-ce que c'est que des revenus, comment se distribuent les individus dans les courbes de concentration, etc., combien il y a d'artistes aujourd'hui, etc., jusqu'au cœur de l'activité elle-même, qui est comment est-ce que je dois inventer. Au fond, il y a des propriétés communes, il y a des dimensions communes, et l'une d'entre elles, c'est certainement cette dimension du risque. Je risque aujourd'hui, et ça, je viens de finir un livre, mais qu'est-ce qui va se passer demain quand je vais recommencer? Est-ce que ça sera plus facile ou moins facile? Roland Barthes, ici même, a donné son dernier cours au Collège de France, qui a été publié sous le titre « La préparation du roman », où il insiste beaucoup sur cette dimension-là. Quand je finis un travail, je peux avoir une forme de satisfaction qui n'est pas du tout garantie d'ailleurs, parce que peut-être que je vais vouloir réviser ce que j'ai fait, que j'ai des repentirs, je vais me dire « Ah non, j'aurais pu peut-être faire les choses autrement, et puis peut-être que je vais y revenir ensuite ». Mais disons que l'affaire est faite, et puis, mais demain, comment est-ce que je vais m'y remettre? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est mon système de motivation? Est-ce que je dois exploiter une idée que j'ai déjà eue, ou bien est-ce que je dois essayer de me renouveler, ou est-ce que je dois tirer un fil que j'ai, une idée que j'ai entrevue dans ce que je viens de faire, mais que je n'ai pas exploité jusqu'au bout? Les mots valises ne suffisent plus, je vais généraliser le système, comme on a vu ce matin avec Joyce, etc. Ça, ce sont aussi des... Et on voit donc que depuis l'extérieur jusqu'au cœur même du travail, il y a un certain nombre de propriétés qu'on peut décrire dans un lexique assez commun et qui peut permettre de montrer que les sciences sociales, ensemble, disent chacune à leur manière quelque chose de cette combinaison de traits qu'on peut désigner par un certain nombre de propriétés simples, mais à la fois scintillantes et problématiques. Et le scintillement du risque et de la variabilité de l'activité, de la non-routine, c'est aussi un élément de voilà, je dois domestiquer ce qui n'est pas assuré d'advenir et je dois accepter ce jeu qui est un jeu compliqué, un jeu difficile, un jeu où on doit se surestimer certainement au départ. Courbet disait « Si je n'arrive pas à Paris en espérant révolutionner la peinture, c'est même pas la peine de commencer ». Bon, et se surestimer, ça veut dire battre les courbes, se dire j'ai beau savoir que 20% des gens vont rafler 80% des revenus, moi je serai dans les 20%, mais il se trouve qu'il y en a 80% qui ont peut-être pensé la même chose et qui ne seront pas du bon côté. Et voilà comment ça se passe. Et ça, et d'ailleurs on peut le dire aussi dans les sciences, l'équation est à peu près la même dans les sciences, simplement la monnaie n'est pas la même, la monnaie c'est la citation de votre travail, de votre visibilité. Mais 20% des scientifiques raflent 80% des citations. C'est comme ça. Et ça veut dire que 80% des scientifiques n'obtiennent que 20% de la visibilité qui est la monnaie de circulation dans le monde des sciences. Parce que la science a une propriété d'humilité considérable. Ce que vous faites ne sert qu'à nourrir le travail de vos collègues. Vous êtes un output qui devient un input dans le travail de vos collègues. Mais s'ils sont corrects, ils vous citent en vous prélevant ce qu'ils ont utilisé dans votre travail. Ils vous citent et la science avance comme ça. Mais les inégalités sont aussi très importantes de ce type-là. Simplement, les mécanismes de rémunération, de salariat, etc. sont différents, bien sûr. Voilà, ce sont un ensemble de problèmes qui permettent de relier toutes sortes de mondes, d'activités qui sont à la fois fascinants, qui intriguent, parce qu'il n'y a rien qui intrigue davantage que ce qui est nouveau, qui émerge sans qu'on ait pu le prévoir à la minute d'avant. La propriété d'émergence du nouveau est quelque chose d'absolument fascinant. Et heureusement, ça nous délivre de la pesanteur de la répétition du monde et de la prévisibilité du monde. Mais ce qui peut se passer dans l'instant qui suit peut n'être pas exactement désirable. Voilà, c'est ça l'historicité couplée à des propriétés d'émergence du nouveau. Eh bien, je finis sur cette petite dissertation en vous remerciant beaucoup et en vous souhaitant une bonne semaine et beaucoup de lectures. Vous avez compris que
Les auteurs et les collègues qui étaient issus ont tous des sites web et il faut que vous fonciez sur ces sites, que vous alliez lire leurs livres et que vous augmentiez à la fois les revenus, le score de visibilité, le score de citation de tout leur travail. Merci à vous.